Blooming le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Patrick Lemoine, médecin psychiatre, et l'auteur du livre « À quoi servent les symptômes » paru aux éditions Odile Jacob. Aujourd'hui, nous explorons l'importance et la fonction des symptômes avec le docteur Patrick Lemoine. Il nous encourage à voir les symptômes non pas seulement comme des signes de maladie, mais comme des réactions normales, adaptatives de notre corps et de notre esprit à notre environnement et à nos défis quotidiens. Dans ce podcast, le docteur Lemoine nous invite à repenser notre perception des symptômes pour mieux les comprendre et les accepter. Pour approfondir notre compréhension de l'utilité des symptômes dans notre vie quotidienne et leur rôle dans l'évolution de notre espèce, nous accueillons le docteur Patrick Lemoine, spécialiste du sommeil, docteur en neurosciences, professeur associé à l'Université de Pékin. Il a publié plus d'une 40aine d'ouvrages à succès, parmi lesquels Le mystère du placebo, La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, La santé psychique des génies, Docteur, j'ai mal à mon sommeil, tous publiés aux éditions Odile Jacob. Je suis Amalda Dole, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Docteur Patrick Lemoine, bonjour. Bonjour Amalda Dole. Comment la théorie de l'évolution de Darwin révolutionne notre compréhension de la transformation des espèces, en particulier par rapport à la vision créationniste traditionnelle? Déjà, si on peut expliquer la différence entre la vision créationniste et la vision évolutionniste. Alors, si j'étais créationniste, je vous cacherai pas que je ne le suis pas du tout, mais rappelez-vous que énormément d'États américains doivent absolument enseigner autant le créationnisme que l'évolutionnisme, tous les deux considérés comme des théories, des hypothèses, ce que je conteste d'ailleurs. Alors le créationnisme, c'est la Genèse, c'est la Bible, le Coran, les évangiles. Dieu a créé le monde en 7 jours. Le premier jour, le ciel, les étoiles, toutes ces choses-là, et circuler, il n'y a rien à voir, puisque c'est Dieu qui a dicté les livres. Il n'y a pas à en discuter, c'est comme ça. Les dinosaures, c'est un artefact, ça n'a jamais existé. C'est ça, le créationnisme. Tout est figé pour l'éternité. L'évolutionnisme part, par exemple, de l'étude des fossiles, essaye de montrer qu'il y a une continuité entre la lointaine époque de quelques milliards d'années où nous étions des bactéries au fond de l'océan, et puis petit à petit, on a évolué, on est sorti des mers, on a été des batraciens, des reptiles, ensuite on a été des mammifères, et puis maintenant on est des sapiens, une des seules espèces nuisibles d'ailleurs sur la surface de la Terre. Donc l'évolutionnisme, c'est une manière de prendre en compte les changements qui s'opèrent au cours de l'évolution. Avant, on pensait que c'était très long, qu'il fallait des dizaines de milliers d'années pour faire un changement, et récemment, on s'est aperçu que parfois, en 10 ans, vous aviez une nouvelle espèce qui pouvait apparaître. Ça a été montré à Montpellier avec les mésanges, ça a été montré sur les Galapagos avec les pinsons. Donc ça peut être très rapide. Alors vous mentionnez dans votre livre que l'épigénétique permet aux gènes de s'adapter à l'environnement en une seule génération, donc 10 ans, vous disiez. 10 ans, c'est moins qu'une génération. Alors l'épigénétique, c'est un peu différent. C'est effectivement, je pense que Darwin aurait été enchanté de découvrir l'épigénétique parce que ça réconcilie tout, aussi bien la psychanalyse que les thérapies comportementales et les neurosciences. Pourquoi ? Parce que ça vous montre que l'influence d'un polluant, d'un stress, de n'importe quoi va entraîner ce qu'on appelle une méthylation d'un gène, et un gène qui était dormant, qui aurait dû rester dormant, va se mettre à s'exprimer. Un gène muet va devenir bavard, parce que nous tous avons une bibliothèque de maladies incroyables dans notre corps, mais Dieu merci, il ne s'exprime pas. Mais prenez par exemple une femme qui est enceinte, et dans sa famille, il y a eu des schizophrènes. Il y en a eu. Et au cours de la grossesse, eh bien, elle rencontre un virus, la grippe, le rhume, n'importe quoi, méthylation, et 20 ans plus tard, le bébé risque de devenir schizophrène. Et ça peut se poursuivre sur 2 voire 3 générations. Autre exemple, un homme qui fume augmente considérablement le risque de cancer du poumon chez son fils, son petit-fils, et normalement l'arrière-petit-fils, ça se nettoie. Une femme qui fume augmente le risque de cancer du poumon de sa fille, de sa petite-fille, et à 3 générations, normalement, ça s'efface. Donc, mesdames, si vous fumez, faites des garçons. C'est la conclusion. Alors, vous parlez aussi du rôle de Dieu dans l'évolution des espèces. Quelle pourrait être la profession de Dieu s'il existe dans le cadre de l'évolution et de la sélection naturelle ? Je pense que Dieu est un bricoleur de génie. Comme disait Einstein, il joue pas aux boules. C'est-à-dire qu'il est capable de bricoler une complexité inouïe, puisque toute la Terre est un immense écosystème. Puis des fois, Dieu, il se plante. Il arrive à des impasses. Je pense que quand il a créé des troupeaux de diplodocus
dont l'empreinte carbone était impressionnante. Je ne sais pas si vous imaginez un PET de brontosaure, ce que ça représentait comme méthylation. Eh bien, ces immenses troupeaux d'animaux gigantesques étaient une impasse et tout a été éliminé. Donc, il comprend ses erreurs et donc il extermine. J'ai peur qu'il se rende compte que la création de l'homme, c'était pas vraiment une bonne idée et que ça se passe mal dans notre avenir, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1 million d'années, je ne sais pas. Mais Dieu reconnaît ses erreurs. Une girafe, par exemple, c'est absurde. Une girafe, c'est un animal qui est voué à disparaître parce que c'est une impasse. Donc il bricole, il revient en arrière et il arrive à la merveille qui est la création. Alors vous dites dans votre livre, l'espèce humaine est construite pour vivre vieux jusqu'à 100 ans et plus. Comment expliquer la longévité de l'espèce humaine comparativement à d'autres mammifères ? Vous auriez dû inviter Dieu à ma place pour qu'il réponde à cette question épineuse. Ce qu'on sait quand même, c'est que la longévité d'une espèce, elle est fonction de pas mal de facteurs. Il y a, par exemple, la fréquence cardiaque. Une tortue qui bat très lentement, elle va vivre jusqu'à 200-300 ans. Un colibri qui bat à toute allure, il vit très très peu de temps. Et encore pire pour les insectes. Donc, tous ces facteurs, entre la taille, le battement de cœur, l'activité qui est importante ou non, le fait aussi d'être en adéquation avec son écosystème, tout ça modifie la possibilité de longévité. Mais on sait aussi que la longévité est génétiquement programmée. Et il y a une expérience qui était intéressante où on prend des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes de pétri, dans lesquelles on fait reproduire des cellules. On sait que si on prend une cellule, eh bien, on la fera reproduire un certain nombre de fois, et puis même si les conditions restent bonnes, ça meurt. C'est-à-dire même des cellules dans une boîte de pétri aussi artificielle, eh bien, ça a une durée de vie programmée. Donc il semblerait que nous, on soit génétiquement programmés, peut-être pour 130 ans. J'étais un peu pessimiste dans mon livre, parce que maintenant, 100 ans, c'est devenu d'une banalité affligeante. Quand on voit Edgar Morin, on se dit qu'on est fait pour aller plus loin. Je parle même pas de Jeanne Calment. Bref, on est construit pour vivre assez vieux, et puis après, il y a des accidents de la vie, il y a l'usure, il y a les polluants, il y a les toxiques, il y a les mauvaises habitudes, il y a la sédentarité, bref, plein de choses qui font qu'on va pas vivre aussi vieux que ce qu'on aurait dû vivre. Alors vous démontrez dans votre livre que l'âge du père influence les mutations génétiques transmises à la descendance. Alors quels sont les risques spécifiques de malformations génétiques liées à l'âge paternel comparativement à l'âge maternel ? Moi, je pense que je vais faire un procès à MeToo, parce qu'elles n'ont rien compris. Elles se battent sur des sujets importants, certes, mais elles ont oublié ce sujet hyper macho. Quand on voyait, par exemple, de mon temps, si j'ose dire, quelle phrase horrible, un enfant trisomique, on regardait tout de suite la mère pour voir, ah oui, il est âgé, entre parenthèses, c'est de sa faute, avec à pas faire un enfant si tard. Et jamais personne ne regardait l'âge du père. Or, il a été montré que l'âge du père influe beaucoup sur le devenir de leurs enfants. Par exemple, le risque d'autisme est plus important pour des enfants de vieux que pour des enfants de vieilles. Alors, je ne veux pas faire de statistiques à partir de cas uniques, mais si on voit la famille Trump, qui était pas tout jeune quand il a conçu son enfant, à ce qu'on dit, dans ce que j'ai lu, son dernier enfant est un TSA, trouble du spectre autistique. Alors, comment on peut expliquer ça ? C'est assez simple. C'est qu'en fait, vous les filles, quand vous naissez, à la naissance, vous avez votre stock d'ovocytes, d'ovules. Et ils ne bougent pas. Petit à petit, chaque fois que vous avez vos règles, vous en perdez. Jusqu'à la ménopause, il n'y en a pratiquement plus. Alors que nous, les mecs, on a un petit stock de spermatozoïdes et on est condamné toute notre vie à les multiplier. Et chaque fois qu'un spermatozoïde se multiplie, il y a un risque d'erreur de transcription. Et donc, un garçon qui conçoit quand il a 20 ans, il n'y a pas eu trop de multiplication de ces spermatozoïdes. En revanche, à 60, 70 ans, 80 ans, si on pense à Picasso, là, il y en a eu. Et de ce fait, le risque d'erreur de codage et donc de pathologie chez le futur bébé est beaucoup plus important. Alors comment les stéréotypes liés à l'âge des partenaires affectent-ils les dynamiques sociales et familiales ? Eh bien, je pense que malheureusement, ce point de vue, on va dire, génétique, n'affecte en rien la dynamique. En revanche, il y a un autre facteur qui est très important, c'est qu'effectivement, jusqu'à très récemment, une jeune fille ou une jeune femme qui épousait un vieux, c'était tout à fait normal. Regardez les rois de France, on pouvait épouser une fille qui avait 5 ans, alors on attendait quand même les premières règles
pour consommer le mariage, mais tout le monde trouvait ça parfaitement normal. Quand Johnny, Picasso, Jean-Paul Belmondo s'apparient avec des femmes beaucoup plus jeunes, tout le monde trouve ça normal. En revanche, quand Claire Chazal ou Brigitte Macron vont se marier avec des hommes nettement plus âgés, là, ça fait scandale, ça fait rire, on se moque, et c'est faux. On a totalement tort d'un point de vue strictement arithmétique, puisqu'on sait que les femmes vivent en moyenne 5-6 ans de plus que les hommes. En fait, il faudrait, si on ne veut pas que les EHPAD ou les institutions pour personnes âgées soient peuplées uniquement de veuves, eh bien, il suffirait que les femmes se marient avec des hommes qui ont 5-6 ans de moins, et on réglerait ce problème. Donc c'est logique. Je pense que là, notre président actuel a été un visionnaire au point de vue strictement démographique. Plus sérieusement, on peut dire quand même que le seul critère qui vaille, c'est celui de l'amour. Et à partir du moment où on s'aime, on se marie, et peu importe l'âge. Quid du consentement ? Vous en parlez dans votre livre. Pourquoi le consentement de la femelle est-il indispensable pour l'accouplement dans la plupart des espèces animales, à l'exception des poissons ? Alors oui, les poissons, comme ils ont une fécondation externe, le consentement de la poissonne n'est pas vraiment indispensable. En revanche, dans la nature, la plupart des animaux ne s'apparient que lorsque la femelle est en œstrus, qu'elle est en train de pondre, si on peut dire, que ce soit un lézard, que ce soit une grenouille, que ce soit un oiseau, que ce soit un mammifère. C'est pour cette raison, par exemple, que les lions ou les ours mâles, lorsqu'ils prennent le contrôle d'un harem, commencent par manger tous les petits. D'abord, ils veulent être sûrs que les petits seront bien d'eux, donc ils veulent pas de petits étrangers à leur dynastie, parce que l'obsession des mâles, quelle que soit l'espèce, c'est la légitimité de leur descendance. Il faut que les petits soient de moi, sinon ça le fait pas. Donc les lions, les ours et d'autres animaux encore tuent les petits qui ne sont pas d'eux. Et en plus, le fait de tuer les petits fait que, instantanément, comme la femelle n'allaite plus, elle déclenche un œstrus et il peut obtenir le consentement de ces dames pour pouvoir s'accoupler. Donc c'est une dure loi de la nature, mais qui a une logique. Je ne parle pas de morale et choses comme ça, mais une logique, puisque, par hypothèse, le mâle vainqueur, c'est celui qui est porteur des meilleurs gènes. Or, dans tout le règne animal et humain, les femelles veulent s'apparier avec le meilleur porteur des meilleurs gènes. Donc, on va dire, par exemple, chez les pans, celui qui a la plus belle queue avec les plus belles ocelles. Chez les lions, ça a été bien démontré, c'est celui qui a la plus belle crinière qui va avoir tous les suffrages. Et puis, chez les cerfs, c'est celui qui a la plus belle ramure. Et chez les hommes, eh bien, on peut peut-être imaginer que chez nos ancêtres Cro-Magnons, ça va être le plus musclé, celui qui a le plus de charisme, le plus intelligent. Et de nos jours, je vais être un peu macho, là, mais j'ai le droit quand même de temps en temps, parce que je crois pas l'être. En tout cas, ma femme me dit que je ne le suis pas. C'est le leader. Donc ça peut être le contremaître, le capitaine de l'équipe de foot, le PDG. Et depuis tout petit, j'ai toujours remarqué quand même que c'est plus facile de draguer avec un porte-clés Ferrari qu'avec une passe à vélo. Mais ça veut pas dire que les femmes sont vénales. Pas du tout. Ça veut dire que elles choisissent inconsciemment, c'est pas le seul critère bien sûr, elles choisissent inconsciemment le leader. Donc celui qui lui transmettra les meilleurs gènes. Et j'ai observé ça même chez les couples homosexuels, où ça reste important. Trouver le meilleur porteur des meilleurs gènes. Et ce qui est important au niveau du consentement dont vous parliez, c'est qu'un homme, quand il donne un rencard, il le sait pas, mais ce qu'il regarde, c'est le diamètre pupillaire. C'est-à-dire que si la fille, ses yeux se contractent, c'est un râteau. Si au contraire, il se dilate, c'est dans la poche. Les éthologues qui sont un petit peu plus machos qu'on peut imaginer, j'ai beaucoup taquiné mon ami Boris Cyrulnik à ce sujet, qui confirme toutes ces études. Et je dis, mais, et les filles, elles regardent le consentement des garçons? Ah ben, personne n'y a pensé. Donc je l'ai faite l'étude, moi. Elles s'en foutent, complètement. Parce que, dans l'imaginaire des femmes, un garçon, c'est toujours prêt. Toujours OK. Donc le consentement, on s'en fout. À quel âge une femme est capable de donner son consentement? De choisir? Oui, c'est une sacrée question. Bon, si je suis juriste, je vous dirais que je crois qu'officiellement c'est 16 ans. Certainement pas en dessous, en tout cas. Moi, je pense pas. C'est vraiment le minimum possible. Je pense qu'il faut qu'il y ait un discernement. Quand j'ai vu certains experts psychanalystes prétendre qu'à 5 ans, un enfant pouvait éventuellement être d'accord, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Même 10 ans, même 12 ans, même 14 ans, même 15 ans. Vous savez, j'anime un groupe que j'ai appelé les dissociés anonymes, qui réunit des jeunes femmes et des femmes moins jeunes qui ont été violées, torturées, incestuées et qui ont des dissociations, ce qui est horrible et horrible.
Et on voit bien que ces abus qui se produisent chez les filles jeunes les marquent à vie. Rappelez-vous ce qu'a publié Flavie Flament, qui, Dieu sait si elle a souffert aussi de dissociation, c'est d'ailleurs la marraine de ce groupe. Eh bien, je crois qu'il y a 2 critères. Il y a l'âge légal. Donc je dirais 16 ans minimum, mais vraiment minimum du minimum. Et puis ensuite, il y a la capacité à discerner, parce qu'il y a l'âge légal, l'âge de l'état civil, et puis il y a l'âge dans la tête. C'est vrai que moi je connais des garçons de 30 ans, c'est encore des ados, puis d'autres à 18 ans que la vie a transformé en adulte aussi. Donc évidemment, c'est pas une parole d'expert, bien que je sois expert, mais la question est épineuse, mais j'ai envie de dire le plus tard possible. Quid du viol dans l'espèce humaine et de la pédophilie? Comment la théorie de l'évolution l'explique, si elle l'a fait? Alors, vous en parlez dans votre livre, en tout cas. Oui, bien sûr, j'en parle dans mon livre. Ça, c'est une chose. Il y a peu d'espèces qui pratiquent le viol dans le règne animal. Il y a les punaises, il y a les chimpanzés. On pourrait poser la question. Alors, les chimpanzés, ils sont comme nous. Ils font des génocides, ils exterminent une autre tribu, ils font des commandos, ils font des viols, des enlèvements de femelles, style romain avec les Sabines. Bref, ils sont horribles puisqu'ils sont presque comme nous. Les bonobos, on pourrait en discuter, puisque les bonobos, qui sont une société matriarcale, comme toutes les sociétés matriarcales, à l'exception des hyènes, c'est des sociétés très douces. Les éléphantes sont incroyablement sages et douces. Et donc, les bonobos aussi. Et là, la pédophilie est largement pratiquée. L'homosexualité, j'en parle même pas. C'est souvent des accouplements, d'ailleurs, pour la forme. Il y a pas pénétration en général. Et un bébé bonobo qui se fait tripoter par des adultes, apparemment, ça pose pas de problème dans les sociétés de bonobos. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que il n'y a traumatisme que s'il n'y a pas consensus social. Je prends comme exemple, par exemple, certaines sociétés papoues, où le bébé, dans leur physiologie culturelle, ne peut grandir que s'il est nourri à l'eau de pénis. En clair, faut qu'il fasse des pipes à son père, à son grand frère, à son oncle, pour grandir. Sinon, il grandit pas. C'est leur imaginaire. Mais comme tout le monde pense ça, il n'y a pas de traumatisme. En revanche, si la famille papou va s'installer à Sarcelles et que l'assistante sociale en entend parler, ça risque de mal se passer. Mais donc, on voit que très souvent, s'il n'y a pas consensus, il y a traumatisme. Vous savez, j'ai été élevé chez les frères des écoles chrétiennes. Par chance, j'étais externe. Et quand je suis arrivé en 6e, je voyais les internes qui dormaient là-bas, qui se plaignaient. « Ah, le frère machin est encore venu me tripoter sous la douche. Ah, il est venu me caresser sous les draps. » Bon, il n'y avait pas de viol, c'était du tripotage. Les juges font d'ailleurs une différence entre les deux. C'est scandaleux, et c'est répréhensible, et c'est pénalement punissable. En revanche, pour avoir suivi, si j'ose dire, ces garçons, et avoir des nouvelles de plus tard, il n'y avait pas de traumatisme. Ça les énervait, ça les agaçait. S'ils avaient été plus grands, ils auraient foutu leur poing sur la gueule de ses frères. Mais comme il y avait consensus, la preuve c'est que mon père, médecin, m'avait dit quand je suis rentré en 6e, attention, si tu tombes en cours de récré, ne va pas à l'infirmerie, le frère infirmier est pas gentil avec les petits garçons. J'avais rien compris, évidemment. Et 30 ans plus tard, je lui ai dit, mais t'étais au courant? Bah oui. Une plainte à la police. Oh, tu n'y penses pas, les frères des écoles chrétiennes. C'était juste impossible. Donc il y avait une espèce de prix à payer, un consensus. C'était scandaleux, c'était répréhensible. Mais je suis pas sûr que c'était vraiment traumatisant, en tout cas, puisqu'ils en rigolaient entre eux. Ils râlaient, tiens, hier, c'est toi. Oui, mais je lui ai foutu une baffe, il est parti. Ils en rigolaient. Alors qu'aujourd'hui, le même comportement entraîne un véritable traumatisme tragique, durable. Il faut faire de l'EMDR, il faut faire des prises en charge pour s'en sortir. Donc c'est vrai que ce que je dis n'est pas très politiquement correct, mais me paraît important. Qu'est-ce que ça veut dire à l'aune du mouvement MeToo d'aujourd'hui, notamment dans le cinéma? Ils ont complètement raison. J'ai pas peur de le dire. Depardieu est un gros connard. Quand vous voyez ce reportage qui a été fait, je sais plus, c'était en Roumanie, cette jeune fille l'a humilié, il a été graveleux. C'est odieux. Donc moi, je soutiens complètement tous ces mouvements. Elles ont parfaitement raison. Mais on doit tenir compte quand même du fait que, est-ce qu'il y a traumatisme ou non? Enfin, j'ai envie de dire, du point de vue de la victime, il y a des nuances à apporter. En revanche, du point de vue de l'agresseur de nos jours, la tôle, il n'y a rien d'autre. Mon grand-père aurait dit, on les guillotine en tranches en commençant par les pieds. Et comment vous expliquez le fait que certaines mères restent silencieuses face à des abus dont elles pourraient être témoins sur leurs enfants? C'est toute la différence entre la perversion et la norme. Que dans l'imaginaire de notre espèce, un homme âgé,
ou non d'ailleurs, sélectionne les filles qui... Normalement, la séduction d'une femme par un homme, il y a 3 étages. Le premier étage, c'est la bonne santé. Ce qui explique qu'en Occident, une fille qui a une peau lisse, sans rides, sans taches, c'est une fille qui n'a pas de parasites, dans une logique Cro-Magnon. Donc, premier critère, c'est la bonne santé. Deuxièmement, c'est la fécondité. Et donc, la fécondité, elle repose, ça c'est universel, sur le rapport taille-hanche. C'est-à-dire une fille qui a une taille très fine et des hanches larges. D'ailleurs, regardez les garçons entre eux quand il n'y a pas de fille dans le coin, quand ils décrivent une fille, eh bien, ils prennent leurs 2 mains et ils font une courbe large en haut, la poitrine, resserrée au milieu et large en bas. C'est un critère donc de fécondité qui est bien démontré, le RTH, rapport taille-hanche. Et le 3e critère, c'est le consentement. Cette histoire de diamètre pupillaire et puis le discours et l'attitude de la fille. Et l'appariement, la fécondation n'est concevable que si on a fait les 3 étages. Et on a l'impression que le pédophile, le violeur, il a oublié le 2e et le 3e critère, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas de la fécondabilité et du consentement. Et les mères qui sont d'une certaine manière dans une compétition envers des jeunes femelles, leurs filles ou leurs belles-filles, sont comme ça dans cette espèce de contresens génético-culturel absolument dommageable. Parce que si vous discutez avec les juges, ils vous disent ces histoires de pédophilie, c'est toujours la même histoire avec les mères, enfin toujours quand ça arrive devant les tribunaux, c'est la mère rentre dans une pièce où le beau-père est en train de se taper la petite fille qui peut avoir 5 ans, 10 ans. Et là, il y a 2 types de réactions, et là c'est très caricatural ce que je veux dire, parce qu'il y a des nuances. Je rappelle, je suis expert, donc Dieu sait si j'en ai vu. C'est soit la mère ne voit pas, soit elle met une paire de gifles à sa fille, qui a osé séduire son mec. Donc on est dans le conte de l'abomination, à nos yeux, mais elles sont dans une espèce de logique femelle, au sens le plus bestial du sens de notre espèce, et c'est sûr qu'il y aura un sacré boulot éducatif à faire. Dans votre livre, vous écrivez, je cite, « Quand une épidémie comme la peste, le choléra, Ebola, la grippe espagnole ou le coronavirus frappe l'humanité en la décimant allègrement, peu importe la panique, la tristesse, le deuil, le malheur, le désespoir, ce qui compte aux yeux de notre néo-divinité, c'est d'une certaine manière de mettre en œuvre une correction de la surpopulation, réduire le nombre d'êtres humains sur la planète afin de pouvoir continuer à les nourrir. On peut d'ailleurs affirmer la même chose à propos des guerres meurtrières comme celle de 14-18 ou celle de 39-45. Il est parfaitement établi qu'à partir du moment où ils sont placés en trop grand nombre dans des cages trop petites, les rats se mettent à s'entretuer avec férocité. Alors, les épidémies et les guerres meurtrières sont-elles des mécanismes naturels de régulation de la surpopulation ? Je pense que je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Et on pourrait parler aussi des nombres incroyables de bonnes sœurs et de moines qui existaient au Moyen-Âge, qui étaient aussi un mécanisme de régulation des naissances. C'est une contraception avant la lettre. Donc, je crois vraiment que les hommes sont des lemmings. Vous savez, ces petits hamsters qui vivent en Europe centrale, et quand ils sont trop nombreux, les renards, les chouettes, les aigles font plein de petits pour arriver à en manger plus, puisqu'il y a de l'abondance. Et puis, quand ils sont vraiment trop nombreux, ils partent pour conquérir de nouveaux territoires. Ils traversent des fleuves. Il y en a plein qui se noient. Ils arrivent au bord de l'océan. Ils croient que c'est un fleuve. Ils se suicident pas. C'est pas dans la mentalité d'un lemming de se suicider, mais ils vont dans la mer et ils se font manger par les requins et par tous les autres prédateurs. Et puis, ils se noient, finalement. Donc, je crois qu'il y a des régulations des espèces trop prolifiques, trop expansives. Nous sommes la pire d'entre toutes. Et que je me suis amusé, effectivement, à dire, au fond, je vais faire une nouvelle théologie. Après tout, je m'appelle le moine, j'ai le droit. Et donc, Dieu, je vais l'appeler évolution. Et ça permet de résoudre la question du mal. Parce qu'en fait, toutes les religions se disent, mais c'est incroyable, Dieu est parfait, il a fait l'homme parfait à son image, pourquoi il a inventé la souffrance, la maladie, le deuil, toutes ces choses horribles qui nous font tant de mal. Et si Dieu s'appelle évolution, il n'en a rien à cirer que la souffrance et tout ça. Une bonne peste, paf, la moitié de l'Europe qui disparaît, là, c'est de la bonne régulation. Alors, il y a d'autres facteurs, bien sûr, c'est trop caricatural ce que je suis en train de dire. Mais quand même, quand on voit qu'on est 8 milliards sur notre planète, il n'y a jamais eu autant de guerres. Il y a, je crois, 180 conflits armés qui se déroulent. Alors, bien sûr, on parle que de Gaza et de l'Ukraine, mais il y en a plein d'autres, notamment en Afrique.
je crois qu'on régule. Et ce qui est intéressant et horrible de se dire, c'est que la plupart des conflits, c'est en Afrique que ça se passe, et que c'est le pays qui reste le plus dynamique en termes de natalité. Donc je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la régulation démographique qui se met en place chaque fois qu'on a une catastrophe humanitaire, que ce soit, alors peut-être pas un tsunami ou un tremblement de terre, mais que ce soit une guerre ou une grande épidémie, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi l'anxiété est-elle nécessaire à la survie de l'espèce animale, y compris l'homme ? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire du hérisson et du lapin. Le lapin, il est tout le temps sur le qui-vive, il a une peur bleue, vous lui faites tomber une plume à côté de lui, il saute au plafond tellement il a peur. Et puis le hérisson, il est invulnérable, il n'a pas de prédateur pratiquement, presque personne n'arrive à lui faire du mal. Et puis les deux, ils arrivent au bord d'une route, et puis le lapin, il a une peur bleue, donc ces trucs bizarres qui passent à toute allure en klaxonnant, il traverse. Son anxiété lui sauve la vie. Le hérisson, il est invulnérable, donc il va tranquillement, lentement traverser sa route. Je suis trop gentil pour vous raconter la suite. Et comment l'anxiété devient alors pathologique ? C'est la souffrance qui fait la différence. Quelqu'un qui est anxieux en permanence, et j'en connais un certain nombre, mais qui ne sont pas malades, vont vous dire, mon anxiété me permet de parer au plus dangereux, d'anticiper des situations difficiles. Et donc, je l'aime, mon anxiété, parce que c'est ma sentinelle. C'est ce qui me maintient en alerte. Et puis, il y en a qui, effectivement, dont l'anxiété est pathologique et source d'une souffrance insupportable. Alors, évidemment, mon job de médecin, c'est de soulager cette anxiété. Surtout pas avec des tranquillisants ou des somnifères, qui sont des produits toxiques, notamment immunotoxiques. On l'a bien vu avec la crise du Covid. Mais il y a des tas de techniques qui marchent. Pour moi, un symptôme, il a une utilité, il a une fonction, quel qu'il soit, mais on doit le soigner à partir du moment où il devient insupportable. Mais je suis vent debout contre la médecine symptomatique. Une petite larme, paf, un Prozac. Un petit sursaut, paf, un Xanax. Une nuit blanche, paf, un Imovan. C'est dramatique, parce qu'on ne s'intéresse pas ni à la fonction, ni à la cause du symptôme. Il y a tellement d'autres approches. Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé à cette facilité en termes de... La paresse ? Oui, de prise en charge. La paresse, c'est la routine, c'est la chronicité, comme disent les psys. C'est qu'on est tous... Vous savez, il y a une phrase, moi, qui m'insupporte, c'est « Bonjour docteur, je viens pour renouveler mon ordonnance ». C'est horrible quand on y réfléchit. Parce que renouveler mon ordonnance, si la personne va parfaitement bien, ok, mais à ce moment-là, pourquoi elle revient me voir ? Un médecin traitant, ça suffirait. En revanche, si elle revient me voir, c'est qu'elle va pas bien, et donc c'est que je suis pas bon. C'est que j'ai pas fait le bon traitement, et que j'ai pas su proposer à cette personne ce qu'il fallait. Vous savez, j'ai suivi le séminaire de Bettelheim quand j'étais chercheur à Stanford. Et il disait toujours, fournissez la réponse inattendue. Je suis pas un admirateur de Bettelheim, parce que je pense qu'il a fait beaucoup de mal avec tout ce qu'il a dit sur l'autisme, qui était rigoureusement faux. Mais là-dessus, quand il disait, en gros, soyez créatifs, tout soin doit être créatif ou ne pas être. Trouvez une réponse inattendue. Renouveler l'ordonnance, les patients n'osent plus me le dire, parce qu'ils savent que ça me met dans tous mes états, et que je suis absolument pas d'accord. Mais on doit sortir de la routine. Et je pense que le pire ennemi pour un patient, comme pour un médecin traitant, c'est la routine, c'est la chronicité, c'est renouveler. Et on voit, quand vous vous dites que normalement un somnifère, c'est 1 mois maximum, d'après la réglementation de la haute autorité de santé, donc le ministère de la Santé, 3 mois maximum pour un tranquillisant. Et moi, j'ai plein de patients, ils sont à 15 ans de Lexo, 10 ans de Stinox. C'est tragique, c'est désastreux. Donc, j'ai envie de dire, la paresse, la routine, la force des habitudes, le politiquement correct, parce que c'est vrai que moi, je prescris beaucoup de compléments alimentaires et de plantes, en cherchant les composés qui ont scientifiquement démontré leur efficacité et leur innocuité. Mais bon, quand je dis ça dans des congrès scientifiques, on me regarde avec un petit sourire, parce que quand même, c'est pas très sérieux de prescrire pour l'insomnie la valériane. Et pourtant, ça marche mieux que l'Imovan. Alors, quelle est la nature et la fonction de la dépression au sens de l'évolution ? J'avais publié en son temps un livre qui s'appelait « Le sexe des larmes ». Et le sous-titre, c'était, alors je ne le ferai plus avec MeToo maintenant, mais « Pourquoi les femmes pleurent-elles plus et mieux ?» Je le pense toujours d'ailleurs, mais peut-être que je suis un peu trop lâche. Et donc, les larmes et la tristesse, ils ont plusieurs fonctions en fait. Par exemple, quand vous êtes déprimé, vous allez lentement. Et donc, vous prenez votre temps et vous faites des hypothèses. Et puis, on tape pas sur quelqu'un qui pleure, parce que on pleure comme un enfant.
On tape pas sur un enfant. Donc la fonction des larmes, c'est de désarmer l'agressivité. D'abord. Donc la dépression, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, mais qui n'existait pas jusqu'au 19e siècle pratiquement, a, selon moi, une fonction de prendre son temps, faire plein d'hypothèses et désarmer l'agressivité. C'est déjà considérable. Alors après, bien sûr, les patients nous disent « Oui, mais ça tourne en boucle dans ma tête, c'était mieux avant, je suis nul, j'ai pas d'avenir, etc. » Et ce serait peut-être de leur proposer des sujets, peut-être un peu en boucle aussi, mais quand même un petit peu plus créatifs. Moi, par exemple, je prescris beaucoup de jardinage. Parce que quand vous êtes déprimé, il n'y a pas d'avenir. Quand vous semez un truc, ou vous rempotez un truc, forcément, vous pensez à l'avenir. Donc le jardinage est peut-être une des activités les plus antidépressives qui soit. On sort du no future. Alors pourquoi la dépression est-elle en passe de devenir la première cause de handicap dans le monde, selon l'OMS ? L'OMS sort des chiffres et j'ai aucune raison de les mettre en doute. Je crois qu'effectivement, la dépression est de plus en plus importante. Alors là, vous me piégez, j'ai pas beaucoup réfléchi à pourquoi. Mais ce qui me vient maintenant à l'esprit est que, je vous ai dit, la dépression, c'est le meilleur moyen de désarmer l'agressivité. On tape pas sur quelqu'un qui pleure, on tape pas sur quelqu'un qui a des lunettes même, parce que les lunettes parfois sont presque un substitut des larmes. Et donc, comme l'agressivité monte sur notre planète surpeuplée, peut-être la dépression, c'est une façon de réduire un peu les conflits. Il y a des moments où j'aimerais bien que M. Poutine soit moins parano et plus déprimé. Pareil pour M. Netanyahou. Alors comment la bipolarité et les épisodes dépressifs peuvent-ils contribuer au génie et au progrès de l'humanité ? Bon, la dépression, au génie, non, je m'inscris en faux. En revanche, la bipolarité, oui, il y a de nombreuses études épidémiologiques qui ont montré qu'il y a un lien génétique assez précis. On commence à isoler les gènes en question entre le fait de souffrir d'un trouble bipolaire et l'intelligence, et également la créativité. On ne compte plus les prix Nobel, on ne compte plus les génies, style Churchill. Enfin, rendez compte, Churchill, sans doute le plus grand homme politique du XXe siècle, peut-être même de tous les temps, il a tout compris. Dès l'émergence d'Hitler, il avait tout prévu. Il a tout compris de Staline aussi. Et ce mec était bipolaire, donc il était soit maniaque. Roosevelt disait de lui, quand il était maniaque, « Oh oui, le Winston, il a bien 200 idées par jour, dont 2 ou 3 sont bonnes. » Donc il partait dans tous les sens, et puis de temps en temps, il avait son Black Dog, c'est-à-dire qu'il était très déprimé. Mais comme c'était un bipolaire génial, il peignait. Et il avait une cote phénoménale. Je pense que si Hitler l'avait su, il en aurait fait une maladie, parce que lui, sa cote de peintre était quand même un peu dans les chaussettes. Et puis Churchill, il a eu le prix Nobel de la littérature. Donc c'était un mec génial, et typiquement bipolaire, comme ses 7 ancêtres. 7 ancêtres. Donc ça montre bien la force de la génétique dans cette pathologie, et également ce lien avec le génie, la créativité. Alors, pourquoi la dépression est-elle plus fréquente chez les femmes en âge de procréer ? Vous faites un parallèle entre le syndrome prémenstruel et les symptômes dépressifs. Donc ça, ce sont des chiffres bruts. À âge égal, les petits garçons prépubères sont un peu plus souvent déprimés que les petites filles prépubères. Entre puberté et ménopause, il y a nettement plus de femmes que d'hommes déprimés. Mais après la ménopause, on revient à une égalité entre les sexes. Donc on voit bien que la dépression a quelque chose à voir avec la capacité à se reproduire des femmes. Alors pourquoi ? Est-ce que dans une certaine logique dépassée de l'espèce, les femmes s'imaginent que c'est mieux d'être soumises, c'est mieux de pleurer face aux hommes ? Ça peut être une hypothèse à laquelle je ne crois pas beaucoup. En revanche, je suis obligé de faire appel à l'endocrinologie, à la biologie, c'est que pour ne pas être déprimé, il faut que la différence de température entre le maximum vers 16-17 heures et le minimum à 3 heures du matin soit supérieure à 1 degré, 1 degré 4. Or, qu'est-ce qui se passe à J14, jour de l'ovulation ? Béatrice Dalle a la réponse, 37,2 le matin. C'est-à-dire que le jour de l'ovulation, une femme a une élévation de sa température centrale, et c'est pas que le matin, c'est toute la nuit. Ce qui fait donc que la différence entre le maximum dans la journée et le minimum dans la nuit est affaiblie, est émoussée, est petite. Et on voit bien que la vulnérabilité de la femme à la dépression augmente au fur et à mesure que le cycle avance, c'est-à-dire qu'en général, c'est caricatural encore ce que je vais dire, mais de J0 à J14 sont en pleine forme, surtout le lendemain des règles, là c'est quasiment, elles sont les maîtres du monde,
Et puis à partir de J14, ça va moins bien. Et puis il y a plus de tentatives de suicide, il y a plus d'hospitalisation. Et la tristesse est plus prononcée juste avant les règles et les premiers jours des règles. Donc on voit qu'il y a quelque chose de biologique. Alors évidemment, je ne méconnais pas le rôle de la double journée de travail, de la façon dont les femmes sont maltraitées par la société, leurs salaires sont moins élevés à travailler égal. Bref, tout ce discours, à la fois politiquement correct, mais parfaitement exact, qui concourt à la tristesse des femmes. Mais il y a quand même des femmes qui sont également écrasées par des maris autoritaires ou qui ne gagnent pas à la hauteur de ce qu'elles produisent, qui ne sont pas déprimées. Puis il y a des femmes qui sont dans un environnement parfait et qui dépriment dans la deuxième partie de leur cycle. Donc vous savez, l'être humain est compliqué parce qu'il y a tout ce qui est lié à la biologie, tout ce qui est lié à la psychologie, tout ce qui est lié à la sociologie, à l'histoire. Tout ça, ça fait mon bonheur parce que moi j'adore les choses compliquées. Une journée bien remplie. Imaginez un instant que vous êtes un fervent supporter d'une équipe de foot, un passionné, pas simplement un spectateur occasionnel, dans mon style. Ce soir, c'est le match crucial, le match décisif, celui qui va déterminer l'avenir de votre club. De surcroît, c'est un derby contre une ville voisine et rivale. Tout au long de la journée, vous n'arrivez pas à vous empêcher de vous inquiéter à l'approche de l'heure fatidique, l'angoisse monte. Vous sursautez au moindre bruit. Pour tenter de vous apaiser, vous avez recours à des superstitions. Vous touchez les meubles en bois, du bout des doigts, grimpez les escaliers en commençant toujours du pied droit ou du pied gauche, c'est selon. Vous évitez bien sûr de passer sous une échelle, surtout s'il y a un chat noir dans les parages. Et bien sûr, vous avez pensé à enfiler vos chaussettes porte-bonheur, celles que vous aviez portées lors de la première finale remportée de votre club, il y a de cela des lustres. Le match va commencer, vous êtes tendu comme un arc. La partie débute, catastrophe. En l'espace de 10 minutes, votre équipe, qui visiblement n'arrive pas à se mettre dans la partie, encaisse 2 buts. Au premier, vous vous sentez triste, pour ne pas dire effondré. Le découragement vous guette. Et l'idée de quitter le stade vous traverse l'esprit. Tant d'efforts pour un tel résultat. Puis, au deuxième but, vous commencez à concevoir de sérieux soupçons envers l'arbitre, qui n'a pas l'air neutre, d'autant plus qu'une rumeur court dans les rangs des tribunes. Il serait le cousin de la femme de l'un des joueurs de l'équipe rivale. Vous vous mettez à l'invectiver dans les termes que la décence m'empêche de préciser. À mort l'arbitre, vous en venez presque aux mains avec un supporter de l'équipe adverse. Tous des malfrats dans cette ville. C'est bien connu. D'ailleurs, vos pères et grands-pères se bagarraient déjà contre les gamins de cette maudite cité voisine. Trop voisine. Les rivalités historiques entre les villes ennemies alimentent vos sentiments négatifs envers l'arbitre, que vous accusez de partialité. Cependant, le cours du match bascule rapidement avec 2 buts marqués par votre équipe en moins de 15 minutes. Vous êtes submergé par l'exaltation et l'enthousiasme. Malheureusement, catastrophe, l'un de vos joueurs reçoit un carton rouge et est expulsé du terrain, ravivant votre colère envers ce, j'ose pas le dire, d'arbitre, qui semble tout faire pour favoriser vos adversaires. Finalement, à 1 minute du coup de sifflet final, vous remportez le match grâce au but salvateur marqué par l'arrière droit. Précisons au passage que l'arbitre décidément nullissime n'a même pas vu qu'il était complètement en jeu. Peu importe, ce but décisif était mérité. Au fond, cet arbitre n'était peut-être pas si mauvais. Vous explosez de joie, chantez, dansez, sautez sur place en hurlant « Qui ne saute pas n'est pas de la ville ». À ce moment, vous n'êtes plus vous-même, vous éprouvez un sentiment d'union, de transe collective, comme si vous aviez quitté votre personne pour fusionner avec les autres membres de votre fan club. Vous êtes hors de vous, au vrai sens du terme. Pour célébrer cette magnifique victoire, vous organisez chez vous une grande teuf, avec beaucoup d'alcool, quelques pétards éventuellement. Vous buvez plus que de raison et vous commencez à flirter avec une charmante supportrice que vous finissez par séduire. Le lendemain, après une nuit agréablement agitée, vous vous réveillez avec une solide gueule de bois, constatez que votre appartement est dévasté et vous vous mettez à le ranger très méticuleusement, puis à faire le ménage à fond. Enfin, au cours de la journée, vous vous sentez bien, détendu, zen, avec le sentiment du devoir accompli, tout rentre dans l'ordre. Jusqu'au prochain match. Docteur Patrick Lemoine, vous avez choisi de nous lire un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? Pour moi, c'est le fondement du livre. Puisque finalement, si vous regardez le personnage que je décris, d'abord il a un trouble anxieux avec des rituels, ce qu'on appelle des compulsions dans le cadre d'un TOC. Ensuite, il a un syndrome dépressif quand il enquille le premier but. Puis il devient paranoïaque contre l'arbitre. Puis ensuite,
Il redevient parano quand il y a le carton rouge. Et puis tout d'un coup, il fait un état maniaque, où il est le roi du pétrole. Vous vous imaginez dans votre bureau en train de sauter en l'air en disant qu'il ne saute pas n'est pas parisien. Et puis ensuite, il n'est plus maniaque, mais il devient un peu alcoolique, il devient éventuellement toxicomane, et puis hystérique, il drague un peu tout ce qui passe. Et puis le lendemain, il fait une bonne crise de névrose obsessionnelle pour tout ranger. Donc cette personne va parfaitement bien, puisqu'elle est capable d'utiliser tous les symptômes de la création à bon escient. Pour moi, aller bien, c'est avoir tous les symptômes possibles quand il faut. En revanche, si je suis tout le temps triste et à pleurer, je suis déprimé. Si je suis tout le temps persécuté, je suis un parano. Si j'arrête pas de toucher du bois et de monter des escaliers et de faire des rituels, je souffre de TOC. Donc, selon moi, la maladie, c'est utiliser préférentiellement un ou deux types de symptômes ou de syndromes et pas à bon escient. Être bien, c'est avoir plein de cordes à son arc. Docteur Lemoine, vous êtes spécialiste effectivement des questions liées au sommeil. À quoi sert l'insomnie ? L'insomnie, ça c'est une sacrément bonne question parce que c'est un peu de là que tout est parti dans l'aventure de ce livre. Moi j'adore l'anthropologie, outre l'éthologie. L'anthropologie, c'est donc l'étude des peuples autres que nous, que notre petite tribu occidentale. Et il y a eu des anthropologues qui se sont intéressés à une ethnie particulière qui s'appelle les Hadza, qui vit en Tanzanie. Et ces Hadza, c'est une des dernières tribus de la création qui vit sans électricité. Donc au rythme du soleil, même s'ils font des feux le soir, ce qui les décale un peu, mais pas trop. Et le sommeil de ces gens a été étudié, enregistré, on a vu que tout le monde dort bien. Parce qu'en réalité, c'est au cours du sommeil qu'on fabrique l'hormone de croissance, qu'on lutte contre les infections, qu'on lutte contre l'hypertension. Bref, c'est indispensable le sommeil. C'est le fondement de notre bonne santé et de notre longévité. C'est-à-dire pour cette raison qu'il y a 0 heure d'enseignement dans la faculté à propos du sommeil. Ceci dit au passage. Bref, tout le monde dort bien parce que les fœtus doivent grandir dans le ventre de leur maman, les petits enfants doivent grandir, les malades doivent guérir, les femmes doivent avoir la pêche pour porter leurs enfants, les allaiter et puis s'occuper de leur famille, voir des troupeaux, et puis les hommes doivent également être très actifs pour s'occuper de leurs troupeaux. Tout le monde dort bien, sauf une catégorie, les personnes âgées. Pas les quelques qui subsistent en Afrique. Et on s'aperçoit que ces personnes, quand on les enregistre, elles ont un sommeil très haché. Nous, on dirait que c'est de l'insomnie. Sauf que le mot insomnie n'existe pas dans leur langage. Ce qui a du sens. Et donc, quand on les interroge, oui, c'est normal, je suis vieux, je dors de manière hachée. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il faut bien que j'ai une fonction, il faut bien que je serve à quelque chose. Je peux plus travailler comme avant. Oui, alors vous servez à quoi ? Je suis la sentinelle. Et s'il y a une attaque de lion, s'il y a une attaque de hyène, je donne l'alerte tout de suite. Donc ma mission, comme au Népal, les personnes âgées, quand elles peuvent plus travailler, on en met une à chaque bout du champ et elles se font des signes pour faire les épouvantails. Leur mission, c'est d'effrayer les oiseaux qui mangent les récoltes. Donc les personnes âgées ont des missions. Les vieux Hadza, et les vieilles Hadza, leur mission, c'est de réveiller tout le monde s'il y a une attaque. Mais une chose intéressante dans cette étude aussi, c'est que on sait qu'il y a des gens qui dorment beaucoup, d'autres pas beaucoup, d'autres qui sont très matinales, comme moi tous les matins à 5h30, je suis arraché du lit par des mains invisibles, j'ai histoire d'écrire. Et puis il y a des gens qui sont très du soir. Et donc cette étude a montré que chez les Hadza, personne ne dormait en même temps plus de 18 minutes par nuit. Autrement dit, il faut tout pour faire un monde, il faut des droitiers, il faut des gauchers, il faut des daltoniens, bref, toutes les variations possibles dans l'espèce humaine, c'est la grandeur de l'espèce humaine, mais c'est aussi une façon de parer à toute éventualité. Vous dites dans votre livre « Sommeil du matin, chagrin ». Comment le défaut d'organisation du sommeil, en particulier du sommeil paradoxal, est-il lié à la dépression ? Alors là, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais toutes les études montrent que, pardon pour le barbarisme, c'est que la dépression, c'est un retard de phase. Autrement dit, les personnes qui dépriment sont des personnes qui ne vivent pas à leur heure, l'heure pour laquelle ils ont été programmés, mais s'endorment trop tard et se réveillent trop tard. Il y a même eu une étude où on a pris des sujets sains, des gens qui ne savaient pas ce que c'était que la dépression, et moyennant finance et avec leur consentement, on les a obligés à se coucher, je crois que c'était 6 heures de plus que ce qu'elles faisaient d'habitude. Et donc à se lever 6 heures plus tard. Elles avaient toutes, à la fin de l'étude, les critères d'enregistrement de sommeil d'une dépression. Donc, pour bien aller, il faut vivre à son heure.
Et il est rare que je ne trouve pas chez les patients qui démarrent une dépression une raison X, qui peut être une grippe, qui peut être le chômage, qui peut être les vacances, qui ont commencé à se lever trop tard par rapport à d'habitude. C'est pas pour rien que l'INSEE a montré qu'il y avait plus de tentatives de suicide le lundi matin, surtout après un pont, parce que la fièvre du samedi soir entraîne des grasses matinées qui peut, chez les personnes prédépressives, se transformer en dépression. Autrement dit, pour aller bien, il faut se lever à son heure, celle pour laquelle on a été programmé, chacun ayant un horaire particulier. Et les enregistrements de sommeil montrent que plus la nuit avance, plus on produit du sommeil paradoxal. Et que donc ce sommeil du matin, c'est bien du chagrin parce que on dort alors qu'on devrait être réveillé. On produit du sommeil paradoxal qui est produit quand la température du corps est en train de remonter. Et donc on fait le lit de la dépression. Donc mon premier médicament en cas de dépression, c'est vous allez me détester, mais à partir de dorénavant et jusqu'à désormais, vous allez vous lever 90 voire 180 minutes plus tôt que ce que vous faites. Je vous préviens, pendant 15 jours, vous allez me haïr, mais normalement, pour le restant de votre vie, vous allez me bénir. Alors, vous discutez du rôle des drogues dans l'évolution humaine. Comment ces substances ont-elles contribué à notre évolution et quels bénéfices elles ont apporté à notre espèce ? Il faut savoir qu'il y a un point commun dans toutes les espèces animales, peut-être même les plantes, et l'être humain, c'est la paresse. Il suffit d'aller dans une forêt et de voir que les chemins laissés par les sangliers sont toujours les plus courts, les moins pénibles. On a retrouvé des mines de silex chez des hommes préhistoriques au Tchad, et on a vu qu'ils étaient tellement flemmards qu'ils prenaient du mauvais silex parce que c'était plus près et que c'était fatigant de monter pour prendre du bon silex. Donc, par hypothèse, tout organisme vivant est feignant. On veut en faire le moins possible et c'est normal, c'est même une preuve d'intelligence. Et un gamin qui est paresseux et qui va se mettre à inventer des trucs pour moins travailler, chapeau. Après, on en discute avec lui. T'as réussi à trouver une astuce pour moins faire d'efforts, c'est très bien. Maintenant, il s'agit d'en faire quelque chose. Alors après, quel est le rapport avec la drogue ? C'est très simple. C'est que pour prendre votre pied, pour parler vulgairement, il y a plusieurs façons. Soit vous faites l'amour, soit vous faites un jogging, soit vous allez dans un musée et vous vous extasiez, style Stendhal, devant un chef-d'œuvre, ou bien vous prenez de la cam. La cam, c'est un moyen très efficace, très feignant pour prendre son pied. Donc pour moi, la paresse est servie par la drogue. Les toxicos sont des gros feignants qui ne veulent pas prendre la peine de prendre du plaisir, de susciter chez eux le plaisir. Et quand je sèvre un toxicomane, je lui dis, maintenant, on va remplacer votre mauvaise cam par une bonne cam. Vous allez, par exemple, aller dans la salle de sport, dans l'établissement de soins où je travaille, et vous allez non seulement vous allez faire du sport, mais vous allez vous défoncer. Vous irez jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la crampe. Et vous verrez, comme tous les joggeurs, par exemple, il y a un moment où ils n'en peuvent plus, ils ont mal partout. Il y a le deuxième souffle qui apparaît, où ils se sentent pousser des ailes. C'est là qu'ils se font un fixe aux endorphines, et c'est là que ça fonctionne. Donc on voit bien que chez les animaux, la capacité à prendre du plaisir, comme les griffes dans les vignes, comme les rennes avec les champignons hallucinogènes, c'est une façon de s'épargner du boulot et de prendre du plaisir, tout bêtement. Comment expliquez-vous les états limites comme la psychopathie et les différentes psychoses ? Alors, deux choses très très différentes. Les états limites n'ont pas grand-chose à voir avec la psychose. Mais si on parle des états limites, on sait très bien que ce sont des personnes qui cognent avant de penser. Alors normalement, on commence par réfléchir et éventuellement passer à l'acte. Donc le fait je t'en file une, et puis après je réfléchis, existe dans toute une catégorie de la population et a été extrêmement exploité de tout temps par tous les gouvernements. On se dit qu'il y avait peut-être eu un accord secret entre les Sarrasins et les chrétiens pour envoyer au casse-pipe leurs psychopathes des deux côtés, les croisés et je me rappelle plus le nom des soldats musulmans, mais pour se foutre sur la gueule dans le désert comme ça, ils rançonnaient pas, ils pillaient pas, ils massacraient pas les gens dans leurs pays respectifs. Finalement, ça a assez bien fonctionné. Pendant très longtemps, la Légion étrangère en France était destinée typiquement aux gens qui souffraient d'un état limite, puisque, rappelez-vous, on pouvait de n'importe quelle nationalité être un criminel
on vous ne demandait rien, vous perdiez votre nom de famille, vous n'aviez plus qu'un prénom, vous étiez solidement encadré et vous alliez au casse-pipe, au combat, sans état d'âme. Et je crois qu'il y avait une fonction sociale. En tant que psychiatre, parfois même je regrette la disparition de la Légion étrangère telle qu'elle était, parce qu'on aurait peut-être moins justement de gens qui se massacrent dans le métro, qui se bagarrent les veilles de match ou en cours de match. Bref, ils étaient encadrés pendant au moins 10 ans. Bon, après ils revenaient, les légionnaires, effectivement, on retrouvait des SDF alcooliques, mais ils étaient un peu rassis, un peu vieillis, et c'était pas si mal. Malheureusement, maintenant, quand vous voulez faire la Légion étrangère, on vous montre un psy. Et si vous avez une perturbation, on vous prend pas. C'est absurde, parce que c'est à ça qu'elle servait, la Légion étrangère. Alors la psychose est souvent perçue comme une condition débilitante et tragique. Comment pouvez-vous concilier cette vision avec l'idée que la psychose pourrait avoir des aspects positifs et adaptatifs? Déjà, si on peut décrire ce qu'est la psychose, puisque vous disiez d'ailleurs ça n'a rien à voir avec les états limites. Ça n'a rien à voir. Un psychotique, on va dire c'est un schizophrène pour parler rapidement, c'est quelqu'un qui est fou. C'est-à-dire qu'il y a un délire, qu'il y a une persécution, qu'il y a des hallucinations. Et donc c'est vrai que c'est tragique d'avoir un enfant schizophrène. Et les parents qui en plus ont été très longtemps stigmatisés par les psys, notamment les psychanalystes, qui considéraient que si quelqu'un était fou, c'était de la faute de la mère. Là encore une fois, je pense que MeToo aurait pu vraiment s'énerver contre Lacan, et à juste titre. De même pour l'autisme, on considérait que c'était la faute des parents qui n'avaient qu'une idée, c'était de tuer l'enfant, qui n'avait pas d'autre solution pour s'en sortir que d'être autiste. Bref, pendant très longtemps, on a accusé les parents d'avoir un enfant psychotique, alors qu'on sait très bien que, comme je le disais au début de l'émission, pour être schizophrène, il faut être porteur des gènes, mais avoir eu un contact avec un polluant, avec un virus, avec éventuellement un stress, puisqu'on sait que si pendant la grossesse, la femme a des gros stress, style génocide du Rwanda, style bombardement de Berlin en 1945, eh bien, il y a des générations de schizophrènes. De même, dans les exodes, on voit des générations de schizophrènes. De même, en Chine, il y a des provinces qui ont été affamées, où il y a eu de la disette, il y a eu des générations de schizophrènes. Donc, on voit que c'est une maladie complexe. Alors, en quoi ça peut avoir une utilité? Je ne méconnais pas la souffrance. Il faut, quand je vois un jeune patient schizophrène, je fais tout pour le soigner de mon mieux. Mais on voit que quand même, dans beaucoup d'ethnies, dont la nôtre, eh bien, le fou avait une fonction. Au Moyen-Âge, il était extrêmement protégé parce que on considérait, par exemple, notamment en Afrique noire, qu'il était en prise directe avec les dieux. Et donc, il pouvait être un aimant à bonnes influences. Donc, on le mettait au milieu du village. Ou alors, on considérait qu'au contraire, il allait attirer à l'extérieur du village les mauvais sorts des mauvais dieux. Donc, il avait cette fonction. Et puis, comme la Pythie, qui était probablement assez schizo, dans la Grèce antique, elle sortait des borborigmes, des cris, elle s'agitait, elle convulsait et tout. Et donc, elle transmettait le message des dieux. Donc, il y a eu comme ça une espèce de modus vivendi, de consensus entre certains psychotiques et certaines sociétés pour les valoriser, pour les considérer comme des chamans, comme des espèces de sorciers. Puis des fois, ça déviait, parce que sous l'Inquisition, c'est devenu des sorcières. Et combien de femmes rousses ont été brûlées parce que justement elles déliraient et qu'elles étaient probablement psychotiques. Mais globalement, en Afrique noire, tant qu'un psychotique se comporte bien, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas trop près aux petites filles, aux petits garçons, il est très bien traité, il est nourri. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une vision romantique qui avait beaucoup fait rire un de mes amis psychiatres. Rire, c'est le terme est mal choisi. À Djibouti, qui me disait, oui, vous, les Occidentaux, vous imaginez que dans la forêt ou dans la savane, le fou est très bien traité. Ça, c'est vrai, tant qu'il est gentil. Mais s'il n'est pas gentil, souvent il termine en repas pour les hyènes. Donc, on voit que c'est à double tranchant. Mais je pense que les gens hallucinés ont été, dans beaucoup de sociétés, considérés comme des chamans. Docteur Lemoine, comment êtes-vous arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Vous parlez du psychiatre ou de l'écrivain? Les deux, psychiatre et écrivain, parce qu'en plus vous écrivez sur l'homme et sa raison d'être, et vous travaillez la matière humaine. Donc comment êtes-vous arrivé à faire ça? Parce que vous auriez pu faire plein de choses. Bon, d'abord, je suis d'une dynastie de médecins. Mon père aurait voulu être psychiatre et c'est l'exode qui l'a empêché de le devenir. Et puis, je trouve que je fais un métier formidable. C'est absolument passionnant. Moi, il faut que je guérisse les gens. Je supporte pas de pas guérir les gens.
Donc j'ai effectivement du mal à prendre en charge des personnes qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer. Même avec les personnes qui souffrent d'une psychose déficitaire, j'ai du mal. En revanche, un insomniaque, un déprimé, je sais que je vais guérir. Un anxieux aussi. Et là, n'ayons pas peur de le dire, je prends mon pied, surtout si j'arrive à me dire, ah ben là j'ai été créatif, là j'étais pas dans la routine, j'ai inventé un soin. Le seul bon soin doit être inventé. C'est pour ça que je suis vent debout contre l'intelligence artificielle et les protocoles rigides en matière de psychiatrie. Autant en cancérologie, par exemple, c'est indispensable. Autant en infectieuse, c'est indispensable. Parce que, au fond, la part psychologique n'est pas importante. Mais le psychiatre, il doit être créatif. Ou ne pas être. En quoi croyez-vous ? En l'homme. Mais pas cette sale bête qui, en ce moment, se reproduit à toute allure sur la surface de la Terre et qui joue les lemmings et qui détruit tout. Mais je crois en l'homme. Je crois en Léonard de Vinci. Je crois en Churchill. Avant tout, je crois en Marie Curie, je crois en Charles Darwin. Là, j'y crois, tous ces gens-là, je suis un grand fan, en fait. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Alors, ce qui m'inspire, depuis que je suis tout petit, j'adore observer les animaux, j'adore rester des heures devant une fourmilière, tout bêtement. Qu'est-ce qui vous effraie ? Ce qui m'effraie, c'est l'homme. L'homme, ça peut être la meilleure des choses et la pire des choses. Ce qui me fait très peur, c'est Poutine, c'est tous les conflits armés, toute cette montée d'extrême droite, toute cette montée du populisme. Là, j'ai la trouille. Pas trop pour moi, mais mes enfants et encore plus mes petits-enfants. Là, j'ai la trouille. Qu'est-ce qui vous met en colère ? La bêtise, la connerie. Parce qu'un psychiatre, ça peut soigner bien des choses, mais ça, c'est complètement désarmé devant quelqu'un qui est totalement con. C'est quoi ? À quoi on reconnaît un con, alors ? Alors, le con, c'est facile à reconnaître, c'est jamais moi. De même, j'ai jamais vu quelqu'un au volant dire « moi, je suis un chauffard ». Donc, le con, c'est l'autre, par définition. Puis c'est quelqu'un qui comprend rien, qui est campé sur ses certitudes. Je supporte pas, regardez, je suis déjà couvert d'urticaire à vous écouter. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? J'ai beaucoup d'humour. Ce qui me fait beaucoup de bien, c'est votre rire en ce moment. Ça, je l'aime beaucoup, votre rire. Mais le plus grand bien pour moi, c'est un rire d'enfant ou un cri d'enfant. Même les cris d'enfant. J'aurais bien aimé que ma maison donne sur une cour de récré. Il y a plein de gens qui s'en plaignent, mais il n'y a rien de plus beau qu'un cri d'enfant. Il y a des gamins qui se bagarrent, qui rigolent, qui s'amusent, qui sont dans leur univers. Ça, oui. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ? C'est Salvador Dali qui, au fond, était sûrement bipolaire, mais qui disait toujours, il y a un moment où je vais être à l'article de la mort, à l'agonie, et je me dirais, bon, ça va s'arranger. Eh bien, merci Patrick Lemoine. C'est moi. Alors, merci Patrick Lemoine pour cette exploration passionnante de l'esprit humain, où science et humanité se rencontrent. À travers votre approche, nous avons découvert que les symptômes, souvent considérés comme des maux à combattre, sont en réalité des réponses sophistiquées de notre organisme, nées de siècles d'évolution et d'adaptation. Comme un artiste révélant les nuances cachées d'un chef-d'œuvre, vous nous avez montré comment l'anxiété, la dépression et l'insomnie peuvent être vus non seulement comme des défis, mais aussi comme des éléments essentiels de notre survie et de notre adaptation. Ces manifestations, loin d'être des imperfections, sont des indices précieux de la complexité et de la résilience de notre être. Votre vision rappelle celle de Léonard de Vinci, qui voyait dans chaque détail, dans chaque mouvement, la beauté et l'intelligence de la nature. Vous nous avez incité à observer nos symptômes, non pas avec peur, mais avec curiosité et respect, à chercher la logique et la sagesse cachées derrière chaque sensation, chaque émotion. À vous, chers auditeurs, que cette conversation vous inspire à regarder vos propres expériences avec un œil d'artiste, à apprécier la profondeur et la richesse de votre propre existence, que vous puissiez voir dans vos défis quotidiens non seulement des obstacles, mais des opportunités de croissance et de compréhension. Merci encore, Dr Lemoine, pour votre génie et votre passion, et merci à tous de nous avoir rejoints dans cette quête de connaissance et de beauté. Puissions-nous tous, comme Léonard, continuer à explorer, à apprendre et à nous émerveiller devant le mystère de la vie. Voilà, je vous donne rendez-vous
Vous vouliez dire quelque chose? Oui, j'étais en train de me dire, j'ai bien fait de mettre des bas de contention parce que avec tout ce que vous m'avez dit, je sens mes chevilles qui enflent. Merci à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur bluemeyou.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.